Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Agbetowe vizo afugbelo yo yo. Monovi be vizo afugbelo yo yo. Agbetowe vizo afugbelo yo yo. Agbetowe bozo afugbelo yo yo. Démocratie banyaya, démocratie banyaya, Odokamo la fiokan, la fiokan. Maïk bon vieux ma va et toi bloussé. Tout y nani yo toi, tout y nani pas toi. Yo va bloure tout dôme, mais joga le pleut tous les sept amants. Tout y nani yo toi, et blou le bon vieux. Adino o babalo, tavio be itolo. Il s'appelait Tavio Ayao Tobias Amoura. Tavio Ayao Tobias Amoura est né le jeudi 20 novembre 1958 à Lomé. Étrange destin que fut celui de ce garçon qui, né ce jeudi 20 novembre, fut victime d'un attentat un autre jeudi, celui du 23 du mois de juillet 1992, et sera enterré un autre jeudi encore, celui du 20 août de la même année 1992. Ce jeudi qui, selon l'oracle, est le jour où les esprits descendent du ciel pour déverser leurs énergies sur la terre, conférant toujours un destin singulier à tous les natifs de ce jour. Le père de Tavio, Carlos Joao Amorim, naquit à Keta dans l'actuel Ghana le 27 avril 1903, une date prédestinée, n'est-ce pas, dans l'histoire du Togo, de Joao Geronimo Amorim, agent général de la firme commerciale F&A Swansea pour les districts de Keta et du Togo. Ce grand-père de Tavio était, lui, né à Agoué, de l'union d'un Portugais qui vint s'y installer pour ses affaires commerciales avec une jeune dame de la famille Olympio. En 1934, à l'appel de son père Geronimo, Carlos Joao Amorim vint s'installer d'abord au Togo où, après l'avoir fait initier à la maîtrise de la comptabilité à Lomé puis à Cotonou, il le fera revenir au Togo pour une installation définitive, ayant besoin de lui pour le seconder dans la gestion de ses affaires commerciales. Après avoir servi dans plusieurs villes et régions du Togo en dehors de Lomé, notamment à Atakpamé, Sokodé, Ngontchin, Balimé et Aného, et des séjours fréquents en Europe pour les besoins de son perfectionnement dans les affaires pendant les années 1950, Carlos Joao Amorim devint le Colony Marchandise Manager, poste le plus important de la compagnie après celui d'agent général, avant de prendre sa retraite en 1956. La mère de Tavio, Adolé Goé Akwe, ménagère de son état, aura, de Carlos Joao Amorim, 4 enfants, dont notre valeureux combattant qui, né 2 ans après que son père ait déjà pris sa retraite, sera le seul garçon et benjamin parmi les 3 filles qu'eurent ses parents, choyé tant par ses parents que par toute sa famille qui, à l'âge adulte, lui donnera le surnom affectueux de tonton Ta. Cette maman aura été terriblement traumatisée par son assassinat qu'elle en reste profondément bouleversée jusqu'aujourd'hui. D'origine portugaise, par son père, le père de Tavio se trouva intimement mêlé à cette colonie afro-brésilienne, qui est celle de sa grand-mère et dont les membres, avec les Olympios, ses grands-oncles maternels, Pas de Souza et bien d'autres furent les figures de proue du nationalisme togolais. C'est ainsi que Carlos Amorim compta dès sa création en octobre 1938 parmi ceux que le gouverneur Lucien Montagnier rassembla pour fonder cette association à laquelle il donna le nom de Comité de l'unité togolaise CUT. Gaulliste des premières heures, il aida à passer des informations au mouvement de De Gaulle au cours de la Deuxième Guerre mondiale contre les régimes fascistes qui ont déferlé sur l'Europe au cours du deuxième quart du XXe siècle. Puis, la Seconde Guerre mondiale une fois terminée,
Ce fut donc ce culte que les nationalistes togolais transformeront en parti politique au milieu des années 1940 pour mener le combat, d'abord pour la réunification du peuple évé, ensuite pour la conquête de l'indépendance nationale à Bloré. Il joua tout particulièrement un rôle important dans l'implantation du parti à Atakpamé, où il servit puis à Lomé pendant les dures années du combat pour l'indépendance du Togo. Après la victoire des nationalistes aux élections du 27 avril 1950, tenant lieu de référendum sur l'indépendance nationale, le gouvernement qui se mit en place sous la direction de Sylvanus Olympio, dont il était un grand ami, lui confia la direction de l'huilerie d'Alokwegbe, jusque-là dirigée par les Européens. Après le complot français qui fomenta le coup d'État du 13 janvier 1963, lors duquel Sylvanus Olympio fut lâchement assassiné, Carlos João Amorim sut rester fidèle au nationalisme togolais jusqu'à son décès le 9 février 1970, à l'âge de 67 ans. D'esprit particulièrement curieux et vif, Tavio Amorim, qui n'avait alors que 12 ans, l'âge d'entrer dans l'adolescence, lorsque son père quitta ce monde des vivants, sut capter l'héritage qu'il lui laissa, la passion qu'il avait pour le combat pour la libération des peuples. Aussi peut-on dire que Tavio avait de qui tenir. Revenons donc à lui pour dire que Tavio traversa de manière fulgurante sa vie scolaire et universitaire pour acquérir les connaissances qu'il lui fallait pour mener son combat ultérieur. Après des études primaires à l'école catholique de Koketimé, ce fut au collège Saint-Joseph de Lomé qu'il poursuivit ses études secondaires avant de s'envoler pour la France où il poursuivit ses études à l'université de Poitiers, où il s'inscrivit à la faculté des sciences, où il opta pour les mathématiques. Ses diplômes obtenus, il vint s'installer à Paris pour y poursuivre une formation d'ingénieur informatique avec une spécialisation en informatique industrielle. Chargé de rédaction de cahiers de charges dans une société française, il avait suivi une formation complémentaire en management et plus précisément en organisation d'entreprise. Mais pressé de voler de ses propres ailes dans la vie active, il quitta cette activité pour fonder une petite entreprise personnelle, ce qui, à l'époque, était très osé pour un noir au pays des Blancs, qui livrait à domicile des croissants et autres produits de choix à ses clients français. Mais, nostalgique de sa terre africaine, Tavio ne continua pas trop longtemps cette activité qu'il délaissa pour aller s'installer en Côte d'Ivoire, où il mit en place une exploitation agricole. Mais cette activité n'arrivant pas à combler sa soif d'action politique, il retourna en France pour un bref séjour d'où il repartira pour l'Afrique de l'Ouest, où il aura diverses occupations qui lui permettront d'être en contact permanent avec les activités politiques. Ce fut au cours de cette période qu'il fit la connaissance de Thomas Sankara, qui devint son ami jusqu'à sa tragique disparition. Il était dans cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest, quelque part entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins, lorsqu'éclata le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, suite auquel il décida de se fixer à Abidjan pour y mobiliser la colonie togolaise, qui était fort nombreuse pour soutenir le mouvement en cours au pays. Il contribua à créer ce regroupement des Togolais dont il devait rapidement prendre la tête. Il faisait déjà sensation à l'époque lors de ses interventions où il adressait des cartons rouges à Eyadéman pour sa gestion du pays, ce qui préfigurait déjà le combat qu'il mènera peu après pour sa destitution. Ce fut de la Côte d'Ivoire qu'il prépara son retour au pays avec son cousin Moutawakilu Gligli, dont la mère est Amorim, qui était à l'époque étudiant à l'université du Bénin d'alors, où il était impliqué dans les mouvements en cours et sur qui il s'appuyait pour créer le Parti socialiste panafricain PSP en cette année 1991, qui fut celle de la promulgation et de la mise en place des partis politiques. Il revint effectivement au pays après la fondation du collectif de l'opposition démocratique, Front de l'opposition démocratique, Code FOD, où très rapidement il sut s'imposer par son talent aux côtés d'autres jeunes qui, comme lui, revenaient d'exil. Esprit vif, débatteur averti et incisif, il était capable de rudesse face à des gens
qui avaient pris l'habitude de soliloquer, de dicter leurs désirs tels des ordres à tout un peuple. Il était le symbole de l'engagement des jeunes en politique, la vraie, celle faite d'engagement et de foi, de sacerdoce et de patriotisme. Leader d'un parti politique, il avait compris que seul le travail et la durée pouvaient permettre la transformation des esprits afin de changer le désespoir en espérance. Tavio adorait la vie et était de bonne composition. Il aimait son pays et avait pour ses compatriotes une réelle attirance. Il incarnait l'espoir, l'audace et le courage. Il était exigeant et s'opposait à toute forme de compromission d'où qu'elle vienne. Mais ce fut à la Conférence nationale souveraine de juillet-août 1991 qu'il sera révélé au peuple togolais. Voici comment le 3 août 1991, il entra dans l'histoire politique du Togo par la communication qu'il délivra au nom de son parti, le PSP. Parti socialiste panafricain. Pour être conforme avec le règlement intérieur qui a prévu 20 minutes, vous nous mettez dans vraiment de furieux embarras parce que la décision vient de la conférence nationale. Et chaque fois, nous excédons. C'est pour l'efficacité de notre assise. Je recommande de faire tout pour tenir. Bon. Alors, monsieur le délégué, Parti socialiste panafricain. Vous avez la parole. Je m'appelle Tavio Ayaou Amorin. Je suis premier secrétaire national du Parti socialiste panafricain, PSP. Ils ont la force. Ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous, et ce sont les peuples qui la font. Excellences, Monsieur le Président du Présidium, Mesdames, Messieurs les participants à la conférence nationale souveraine, nous voici enfin arrivés à ce rendez-vous exceptionnel pour une renaissance du Togo. Depuis 25 ans, le peuple togolais, à plusieurs reprises et par divers moyens, s'est opposé à la dictature qui l'opprimait. Beaucoup fut fait par nos frères exilés jusqu'au soulèvement interne qui représente l'aboutissement de ce long processus. Depuis le 5 octobre 1990, l'autocratie n'a cessé de ployer sous les coups du peuple togolais déterminé et résolu. Il y a eu tout au long de ce parcours de l'enfer beaucoup de victimes que le devoir et l'obligation nous imposent de ne pas oublier. Le Parti socialiste panafricain, PSP, tient à s'incliner très humblement devant nos frères et sœurs morts pour que vive la patrie. À ceux d'entre nous qui ont pu franchir cette dernière étape avec leur courage et leur résolution, nous tenons à témoigner notre gratitude. Nous ne citerons que nos frères étudiants du collectif, ceux des Kémog, nos mères, nos sœurs qui ont été gourdinées, nos frères syndicalistes, les transporteurs, les avocats parmi tant d'autres. Nous sommes ici par la seule volonté de notre peuple et nous venons à cette conférence nationale souveraine dans un esprit d'ouverture pour nous permettre de nous retrouver ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous nous réjouirions si tous les fils de ce pays, ceux qui se sont fourvoyés dans les sinuosités de la dictature, ceux qui se sont tus et ceux qui ont osé venaient tous ensemble de leurs mains boucher les trous de la jarre. Mais avant ce moment de réconciliation, il importe à nos yeux que tous ceux qui ont fait, qui ont assis et continuent de soutenir ce système abject, viennent en toute humilité reconnaître leurs erreurs, leur cupidité, avant de présenter leurs excuses. Pour nous, de simples excuses se refugiant sous des arguments d'ignorance ou de responsabilité collective peuvent laisser un goût
de facilité assez amère. Le Parti socialiste panafricain, PSP, entend faire de ces assises un lieu de bilan sincère, sans excès, sans passion, mais sans concession aucune, sans compromission quelconque, un bilan de ces 25 années d'une dictature féroce et bestiale, un bilan de notre maison commune, le Togo. Notre peuple a vécu une douloureuse tragédie devant laquelle l'homme togolais n'avait plus essentiellement que deux attitudes. La première se résumait à la réponse de Pangloss à Candide, attitude niant la nature et la profondeur du mal et continuant à dire et à répéter inlassablement que tout va bien alors que tout va mal. La seconde attitude cédait à la lassitude et au découragement. Adieu, fantôme, le monde n'a plus besoin de vous ni de moi. C'était la résignation et l'abdication. Cette situation désespérante a fortement traumatisé notre peuple. Ce choc a été profond. Il a engendré la haine et ses dérivés, le tribalisme et le régionalisme. Il a contraint les moins malheureux à un exil douloureux, d'autres à une prison pénible, détruisant les structures familiales de notre pays. Comment pourrions-nous demander à cette mère, à ce père, à ce fils, à cette fille, à cette veuve, à cet orphelin, de tout oublier dans un mouvement de réconciliation hypocrite? Comment pourrions-nous nous embrasser fraternellement quand chaque jour nous livre un lot de désolation, de crimes, d'actes dont les responsables directs ou moraux courent librement dans la ville ou viennent ici nous narguer? Comment? En effet, de nos institutions, il ne reste que des symboles. De notre économie, que des dettes. De l'ardeur au travail, que la lassitude d'une tâche injustement rémunérée. Du service de la nation, qu'une démission totale des irresponsabilités criantes. De la politique, qu'une anomie suffocante. Chers participants, il nous faut sortir de cette conférence nationale souveraine avec une société nouvelle, où plus jamais un parti ou un homme ne rançonnera à longueur de journée, à longueur d'année, tout un peuple, une société nouvelle où les suzerains ne demanderont plus aux juges de précéder les volontés réelles ou supposées d'un seul homme. Pour ce faire, le Parti socialiste panafricain entend apporter sa petite pierre, mais sa pierre tout entière, à l'édification de cette nouvelle société. Notre socialisme, c'est l'économie de marché au service de la justice sociale, de la solidarité nationale. Toutes nos propositions tournent autour de trois principes. La transparence, la volonté politique d'intégrer, d'associer ceux d'entre nous que la nature ou les conditions ont défavorisés. La troisième, la moralisation de la vie politique. Ces principes ne sauraient garantir l'état de droit qu'à la condition expresse que chacun des acteurs de la vie politique future comprenne que les deux mamelles de la démocratie s'appellent tolérance et discipline. Nous avons la lourde tâche d'expliquer à notre peuple que les lendemains de cette conférence nationale souveraine ne seront pas roses. Les caisses ont été vidées, les réserves pillées, les revendications légitimes trop longtemps contenues. Nous souhaitons que le Togo nouveau vive sur le socle minimal de la séparation des trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Que cette conférence nationale souveraine propose au peuple un nouveau contrat social avec d'autres priorités. Notre Constitution devra limiter au maximum la concentration du pouvoir. Aussi, sommes-nous pour un régime semi-présidentiel avec un président élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le Premier ministre sera responsable devant l'Assemblée qui, elle, sera élue à la proportionnelle. Cette non-concentration passe inexorablement par une décentralisation autour de 4 régions économiquement viables et jouissant d'une autonomie administrative.
Ceci rapprochera l'administration du peuple et évitera des voyages inutiles et coûteux à nos frères de l'intérieur. Pour l'éducation, nos souhaits, notre combat se résume en 2 lignes, 2 objectifs. La gratuité des cours de la maternelle à l'université, école obligatoire jusqu'à 15 ans, et la revalorisation des conditions de vie de nos enseignants et des bourses étudiantines. Pour la santé, il est grand temps que la santé pour tous, souhaitée depuis des années par l'OMS, devienne une réalité dans notre pays. L'État devra prendre en charge les soins primaires, encourager les mutuelles paysannes, estudiantines et restructurer de fond en comble la caisse de sécurité sociale pour qu'elle remplisse enfin sa mission réelle. Ces 2 mesures relèvent des priorités politiques dont nous parlions plus haut, car il ne saurait y avoir une vraie justice sociale, donc une démocratie stable, sans ces 2 corollaires, le savoir et la santé. L'armée, dépolitisée, détribalisée, sera restructurée en 3 catégories pour nous permettre d'améliorer les conditions de vie déplorables de nos frères chargés de la sécurité. Qu'ils acceptent de prendre le train de la démocratie pour le bien-être de toute la nation. La première partie de cette armée sera reconvertie en sapeurs-pompiers militaires destinés à apporter les soins d'urgence et assister nos frères du monde rural et des pays reculés. La deuxième catégorie sera encadrée par des ONG en coopérative de production agricole jouissant d'une autonomie de production et de commercialisation. La troisième et dernière catégorie restera l'armée togolaise, rénovée, revalorisée, fière de sa noble mission, vivant en symbiose avec le peuple tout entier. Pour le monde rural, confiné dans une politique de slogans creux, il devra être redynamisé. La priorité sera accordée aux produits vivriers qui bénéficieront de prêts préférentiels avec caution mutuelle. Pour ce faire, il est urgent de créer une nouvelle banque agricole, mieux gérée et plus proche des planteurs. Nous devons avoir une collaboration étroite avec le Brésil et l'Inde pour les outils manuels et semi-mécanisés, plus adaptés au niveau technologique de nos frères planteurs, alors qu'on nous ramène des tracteurs que personne ne sait réparer chez eux. Je ne saurais terminer notre esquisse de société sans m'arrêter un temps sur le cas de la jeunesse. Cette catégorie sociale ignorée, bafouée, délaissée par ce gouvernement, je voudrais leur dire que demain sera difficile, très difficile. Nous devrons nous mobiliser et transformer nos énergies de combat en force de travail et de création. Nous souhaitons la multiplication des instituts universitaires de technologie décentralisés, des écoles professionnelles et des structures de type jeunesse pionnière agricole. Nous devons créer des emplois à forte densité de main-d'œuvre, comme les travaux routiers dont notre pays a urgemment besoin. Une attention particulière devra être accordée aux artisans et nous demandons la création d'un ministère ou à tout le moins d'un secrétariat d'État chargé de l'artisanat, des coopératives et des mutuelles. Les futurs gouvernements devront créer une banque spécialisée dans les prêts aux PMI et PME, seuls capables de redynamiser les activités de notre pays. Toutes ces mesures ne prendront leur pleine dimension sans un contrôle par le peuple de son mandat. Nous proposons la constitutionnalisation du référendum d'initiative populaire et la moralisation de la vie politique dont nous parlions plus haut. Nous exigeons de tout candidat au suffrage universel, de tout membre d'un gouvernement quelconque, de tout directeur de service, de tout directeur de société d'État ou parapublic, une déclaration sur l'honneur de ses avoirs et biens à la prise de ses fonctions. La Cour suprême, garant de la confidentialité de cette déclaration, pourra, le cas échéant, établir un bilan comparatif à la fin de cet exercice et déclarer les enrichissements illicites. Voilà brièvement résumé
chers participants, nos attentes et nos espoirs à l'orée de la construction de notre nouvelle maison que nous voulons bâtir ensemble. Nous voudrions lancer un appel à tous les peuples africains pour qu'ils s'engagent résolument dans le processus de démocratisation, qu'ils remettent en cause l'ordre néocolonial bâti sur une division arbitraire de cette grande famille africaine, unique par les réalités historiques et culturelles, et mettre en place un nouvel ordre où les intérêts mutuels de nos peuples seront défendus. Ils trouveront toujours le PSP à leur côté pour l'édification d'une Afrique libre, fière et unie. Notre lutte à nous ne saurait s'achever avant la réalisation des Nations Unies d'Afrique dans un grand ensemble fédéral pour une dignité de l'homme africain, trop longtemps bafoué pour une pleine place de l'Afrique dans le concert des peuples du XXIe siècle. Permettez-moi ici de citer mon frère et ami Thomas Sankara, de vénérée mémoire. Je cite: « On ne peut pas effectuer des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Pour ce faire, il faut être non conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur. Car c'est parce qu'il y a eu des fous dans le passé que nous pouvons agir avec une extrême clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais être l'un de ces fous. » Fin de citation. Pour conclure, je dirais que le renouveau démocratique de notre pays passe inéluctablement par le départ du chef de l'État. Je voudrais dire au peuple togolais que le pessimisme est vrai si l'on ne veut rien et que l'optimisme n'est vrai que par la volonté. Nous triompherons parce que notre cause est juste. Ensemble, nous pourrons nous donner la main pour rebâtir la terre de nos aïeux dans une nouvelle Afrique unie où soufflera le vent de la liberté vraie. Vive le peuple togolais dans sa marche triomphale, vive le Togo libre et souverain, pour que vive l'Afrique unie. La lutte continue. Au-delà de cette communication, la place que Tavu Amorin a prise à cette conférence nationale souveraine laissa l'impression qu'il avait toujours fait partie du paysage politique du Togo, au regard des responsabilités qu'on lui confiait partout et à tour de bras, tant il était disponible et ne manquait pas de payer de sa personne pour sa cause, celle du Togo. Mais cela aussi parce qu'il avait du talent, ce dont a besoin ce pays meurtri, et surtout parce qu'il savait parler et convaincre même ses plus farouches ennemis, dont un certain Eyadémon à qui il n'hésitait pas à dire crânement la vérité, toute crue, face à face, sans qu'il ne puisse rien faire d'autre que de constater qu'il avait raison. Qu'on songe un peu qu'au moment de son assassinat, Tavu Ayaw Tobias Amorin était le premier secrétaire du Parti socialiste panafricain PSP, membre fondateur du mouvement patriotique du 5 octobre MO5, secrétaire général du Code 2, membre du Haut Conseil de la République HCR, organe transitoire issu de la Conférence nationale souveraine de juillet-août 1991, dont il était le président de la Commission politique et des droits de l'homme, ainsi que de la commission spéciale chargée d'élaborer le nouveau projet de la Constitution. Le 22 juillet 1992, il participa à une émission sur Radio Lomé, la radio nationale togolaise, au cours de laquelle, avec un autre membre du HCR, ils avaient la charge de présenter à la population le nouveau projet de constitution dont cet organe législatif transitoire venait d'achever l'élaboration. Au cours de cette émission, il marqua fermement son opposition à toute idée de modification de ce nouveau projet de constitution pour pouvoir permettre à Eyadémon d'être à nouveau candidat à toute élection présidentielle à venir, comme la loi portant statut des forces armées togolaises et les décisions de la Conférence nationale souveraine le lui interdisaient déjà. Nous allons recevoir un auditeur, M. Amoret. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Lawson Helou Jacob. Monsieur Lawson Helou Jacob, votre question? C'est concernant l'armée, la neutralité
Oui, allez-y. statut de l'armée. Allez-y. Bon, dans le dernier interview du chef de l'État, il parlait de démission des membres du force, des armées, de sécurité, et il avait fait amalgame avec l'âge de 35 ans comme aux États-Unis. Je voudrais rafraîchir la mémoire du chef de l'État. Monsieur Relou Jacques. Allô? C'est une question ou bien... Oui, c'est une question. Allez-y rapidement. Oui, du calme. Aux États-Unis, George Bush aussi était militaire de profession. Mais il a démissionné de l'armée avant de faire la politique. Et je voulais lui poser une question à M. Amorin ou à M. Zouti. Si le chef d'État, 14 avril 67, lors de son accession au pouvoir, avec qui il a discuté avant de prendre le pouvoir. Monsieur Jacques Lasson-Helou, Oui. vous n'êtes pas dans le cadre de l'émission de ce soir. Je suis sûr que c'est dans le cadre. Nous nous voyons pas la face. Bon, monsieur Amoré, rapidement, vous répondez à la question de monsieur Lasson-Helou Jacques pour qu'on évolue. Non, rapidement, non. Je vais répondre correctement. Allez-y. Bien, je vais dire que l'interview dont parle notre auditeur, je crois que nous l'avons tous lu, cela surprend un tout petit peu. Ou le chef de l'État est mal informé, ou il s'agit manifestement d'une exploitation qui n'est pas admise en République. Parce que aucun citoyen togolais ne peut se permettre de vouloir monter les forces armées ou de sécurité contre la nation. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette interview? Que les articles 52-62 reflètent un antilibéralisme déplorable en défaveur des membres des forces armées et de sécurité. Pourquoi eux doivent-ils démissionner alors que les autres agents de l'État ne sont soumis qu'à la seule obligation de mise en disponibilité? C'est une politique de 2 poids, 2 mesures très regrettable. Sur ce point, je voudrais dire 2 choses. Je cite l'interview parce que moi, je me déplace avec des documents. Je cite, et je veux vous dire 2 observations. La première, c'est que la seule loi en vigueur, selon les dispositions de ce pays, qui organise les forces armées togolaises, c'est la loi de juillet 63, la seule. Celle-là dit clairement que le militaire togolais est électeur, mais non éligible. Cela date depuis 63, et jusqu'à la Constitution de 1980, rien n'a été changé. Je veux dire que le chef de l'État lui-même a gouverné ce pays avec cette loi-là, en sachant très bien que le militaire ne peut pas être éligible. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Cela existe bien avant et cela n'a pas été changé par le chef de l'État lui-même. Pourquoi aujourd'hui il voudrait faire croire que c'est nous qui innovons? C'est quelque chose qui existe depuis. De plus, je voudrais préciser qu'il y a une loi qui a été promulguée pendant la conférence nationale souveraine en août 91, et je veux bien croire que cette fois-là, il s'agit de faire rapidement, vous comprenez pourquoi? Eh bien, cette loi-là dit clairement et porte statut des fonctionnaires, des membres de la police. Du personnel de la police. Merci. Eh bien, cette loi dit clairement que le personnel de la police est électeur, mais ne saurait briguer une fonction élective. Je dis bien août 91, promulguée par le chef de l'État, M. Étienne Gnassingbé Eyadema. Je crois que c'est assez clair. De plus, cette loi va très loin. Elle dit que le policier togolais ne saurait participer à une réunion politique. Que le policier togolais ne saurait participer à une réunion politique en tenue de policier. Je ne crois pas que sur cette question-là, ce soit la transition, ce soit les Togolais qui innovent. Non, il s'agit simplement de prendre ce qui existe et de faire avec. Donc, si jamais, et je ne le crois pas, c'est une conception tout à fait républicaine de la chose, si jamais il y avait 2 poids 2 mesures, eh bien, ces 2 poids 2 mesures datent d'avant la conférence nationale souveraine, datent avant la revendication légitime de notre peuple. Cela, les 2 poids 2 mesures, ce n'est pas nous qui les avons créés, c'est ainsi. D'autre part, je voudrais terminer là-dessus, c'est que l'article 30 de la Constitution, dit ceci, je parle du projet bien sûr, du code électoral, excusez-moi, parce que là, je crois que le chef de l'État était mal informé, il a parlé de la Constitution, il y a le projet électoral, c'est un ensemble. Le code électoral en son article 30 dit que, je vais retrouver ça rapidement, je sais pas, en ce qui concerne ça, toujours le problème de l'éligibilité, je vais vous dire tout de suite, l'article 30 je crois, ou l'article 160, en tout cas je vais en prendre et vous allez voir ce que c'est. Le projet dit bien que les gens
un certain nombre de citoyens togolais ne sont pas éligibles. Hein. C'est très clair, il ne s'agit pas simplement des militaires, pas du tout. Il dit, l'article 34 de ce que j'ai dit, ne sont pas éligibles les militaires de tout grade en activité de service, ainsi que les fonctionnaires auxquels leur statut particulier enlève le droit d'éligibilité. Et quels sont ces fonctionnaires? Je vais vous le dire aussi, puisqu'il faut que les choses soient claires. Nous ne pouvons pas tolérer que l'on dise tout et son contraire. Ça, je ne l'accepte pas. Alors, l'article 170 aussi, sont inéligibles. Non, je réponds de manière précise à la question. Je vous laisse, allez-y. Sont inéligibles à l'article 160 pendant la durée de leur fonction. Et donc, le militaire aussi, c'était pendant la durée de sa fonction, sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les 6 premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci, les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet des ministères et les directeurs généraux des services publics, les inspecteurs du travail, le trésorier payeur et les chefs de service employés à l'assiette, à la perception et au regroupement des contributions directes ou indirectes, ou au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire de la République togolaise, les directeurs des douanes, les chefs de bureau des douanes, les préfets, les sous-préfets, les officiers gradés de la gendarmerie, les commissaires et officiers de police, ainsi que les officiers de forces armées, les gendarmes, agents de police, les magistrats des cours et tribunaux. Ce ne sont pas les seuls membres des forces armées et de sécurité. Ça va beaucoup plus loin. Mais de plus, je précise qu'ici, il s'agit bien, même après la cessation de leur activité, 6 mois après, ils ne peuvent pas. Tandis que pour les forces de sécurité, bon, si vous avez cessé vos activités, vous pouvez éventuellement le faire. Donc, je crois que les choses sont très claires. On cible des gens qui, de par la fonction qu'ils occupent, pourraient éventuellement influencer le vote des électeurs. Vous comprenez? Donc, si moi je suis capitaine, lieutenant, commandant, je ne sais, officier supérieur de l'armée, j'ai des gens que je commande quotidiennement. Je pourrais très bien influencer leur vote, n'est-ce pas? 1. De 2, le directeur du Trésor, il a des employés. Enfin, il y a des gens qui sont sous sa responsabilité. D'une certaine manière, il commande. Il peut, en travers sa fonction, le poste qu'il occupe, parce qu'il va offrir telle ou telle facilité à celui-là, influencer le vote de l'électeur. Et comme le scrutin doit être juste pour tout le monde, équitable, eh bien, je crois que c'est des cas qui sont prévus par la loi. Donc, c'est un dispositif très complet. L'attentat. Le 23 juillet 1992, lendemain de cette émission, Davio Amora était victime d'un attentat vers 21h au quartier de Topoin-Bonvier, à Lomé. Un individu vida le chargeur d'un pistolet mitrailleur sur lui. Selon le communiqué publié le 24 juillet par le gouvernement, les agresseurs ont abandonné sur le lieu de l'attentat une carte professionnelle au nom de Karewe Kossi, né en 1967 Kapia, préfecture de la Kosa, gardien de la paix en service à l'école de police, en qualité de moniteur de sport. Un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, un revolver Smith & Wesson 357 Magnum, 3 chargeurs de PM, un chargeur de pistolet mitrailleur, des munitions, 2 grenades, 2 bouchons à allumeur et une paire de menottes. Davio Amora a été évacué le 25 juillet dans un état critique sur l'hôpital Saint-Antoine de Paris pour y recevoir des soins intensifs. Lors de son transfert de l'hôpital de Tokoin à l'aéroport international de Lomé-Tokoin, où attendait l'avion spécial par lequel il a été évacué sur Paris, l'ambulance le transportant tombe en panne. Il est alors transféré dans une autre ambulance faisant partie du cortège. À son arrivée à Paris, sa famille devait constater qu'il portait au front du côté droit une blessure résultant vraisemblablement d'une arme blanche de l'avis de certains médecins. Or, tous ceux qui avaient vu Davio Amora après l'attentat affirment qu'il n'avait pas cette blessure lors de son admission et tout au long de son séjour à l'hôpital de Lomé-Tokoin, ainsi qu'à son départ pour l'aéroport en vue de son évacuation sanitaire sur Paris. Le décès. Il devait succomber des suites de ses blessures à l'hôpital Saint-Antoine de Paris
Le 26 juillet, lendemain de son admission, mais son décès ne fut annoncé que le 29 juillet 1992. Dans une requête adressée à la Ligue togolaise des droits de l'homme le 14 août 1992, sa famille indique: la présence d'une troisième personne sur les lieux de l'attentat n'est pas à exclure selon une conversation avec le Premier ministre. Les résultats sommaires et laconiques de l'autopsie transmis à la famille n'avaient pas permis de lever certaines interrogations entourant cet assassinat. Quant à la plainte déposée par la famille auprès des tribunaux togolais, elle est également restée sans suite jusqu'à ce jour. Un berger vient de tomber sous les armes. Le cœur de l'humanité est en larmes. Et le monde bouleversé réalise d'un seul coup que la terre engendre tous ceux qui devant son corps ont la peine. Et que la mort n'est pas une défaite. Il a mis tout son courage à servir la liberté. Il reste l'héritage qu'il a laissé. C'est pour ça que je garde l'espoir. Il n'est pas venu par hasard. Le chemin qu'il a tracé, nous l'avons tous en mémoire. Les martyrs forcent les portes de l'histoire. Un berger vient de tomber sous les arbres. Le cœur de l'humanité la violence a de nouveau mis du sang sur son drapeau et lâché les loups au milieu des avirons. Comme nous l'avons appris, des prophètes qui sèment le vent récolte la tempête. Alors j'affirme aujourd'hui à ceux qui l'ont sacrifié que déjà dans le ciel on les a jugés. Ils disaient, puisqu'il faut vivre, laissez-moi le droit de choisir. Et de Washington où l'on a eu peur aussi, on sait bien qu'il a fait le don de sa vie. Un berger vient de tomber sous les arbres. Le cœur de l'humanité est en larmes. Les idées qu'il défendait et cette main qu'il tendait serviront d'un pouvoir à faire la paix. Thank you.
Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Notre présence sur la terre, nous le savons bien, n'est qu'un pèlerinage. Notre frère Tavio vient de nous quitter. Pour que Dieu lui donne une place dans son royaume, à cause de tout son dévouement pour son pays et au nom de tout le bien qu'il a fait sur cette terre, tous ensemble, prions le Seigneur. Où il avait obtenu le statut de réfugié politique. Étude d'information
informatique à Paris, d'où il sort ingénieur informaticien avec stage chez Matra. Il couronne brillamment sa carrière étudiantine par des études en organisation. 1989, départ de la France pour la Côte d'Ivoire, où il dirige une importante société d'exportation et un atelier. L'amnistie le ramène à Lomé au mois de mai 1991, date à partir de laquelle il a mené une vie d'activité politique intense pour le meilleur devenir de notre cher Togo. Création du Parti socialiste panafricain, ou plutôt, précisément, son installation. Participation au code. Participation à la conférence nationale souveraine. Membre du Haut Conseil de la République, il est le président de la Commission des affaires politiques, des droits de l'homme et libertés. À ce titre, il a sincèrement collaboré avec la sagacité de son intelligence et le meilleur de lui-même à l'adoption des documents juridiques indispensables à l'instauration du régime démocratique dans notre cher pays. Aussi, chers frères et chers, l'hommage et la reconnaissance les plus appropriés de la jeunesse ne serait-il pas l'adoption référendaire par un oui massif du projet de constitution de Tabio Amorin, assigné et consacré de son sang le 23 juillet 1991. De cet attentat, il reçut de nos propres mains au CHU de Totoin l'onction des malades, avant d'être évacué sur Paris. Le 29 juillet, nos condoléances les plus sincères à ta chère maman, que nous avons vu en prière et en méditation sur la foi du Père et pour tous les membres de ta famille et toute consolation. Dieu s'est ouvert près du Christ Jésus, notre Sauveur. Avec ce Christ, par le Christ et en Christ, il intercède désormais pour sa famille, pour l'orphelin d'un an qu'il a laissé, pour son épouse, pour le Togo qu'il a tant aimé,
Tavio Ayao Tobias Samorin a laissé un fils unique, né le 22 juillet 1992 pendant la conférence nationale et qu'il prénommera Eugenio Biko, un clin d'œil à Steve Biko, le héros de Soweto. Avec des amis, il venait de fêter son premier anniversaire la veille même de l'attentat qu'il emporta. 20 ans après, ce fils qui n'a pas eu la chance de connaître ce père dont tout le monde lui parle avec autant de respect a 21 ans. Mais il laisse surtout 2 femmes inconsolables depuis sa disparition. Bien sûr sa veuve et surtout sa mère qui ne s'en est jamais remise. Peut-on conclure? Tavio a traversé la scène politique tel un météore. Ces 12 mois d'engagement sur le sol national n'ont laissé personne indifférent. Ce que tout Togolais retient surtout de lui, c'est cette phrase qui, bien que n'étant pas de lui, est passée à la postérité au Togo par lui. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ils ont dirigé durant plusieurs années, mais on n'a rien compris. Ils ont gouverné durant plusieurs décennies, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Les voilà encore à la présidence. Les voilà encore à la primature. Les voilà encore à l'Assemblée. Et ça me fait mal. Oh Lord. Mais laissez. Netro miledi. Et nous n'ayons miledi. Netro miledi. Wow, 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 wow. Woswebe nous sommes les miasio. Ils pensent qu'on n'a plus de force et qu'on est fatigué. Jamais fatigué. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.